Rebonsoir, madame, monsieur, chers internautes. Nous revoilà dans la rubrique L'invité du soir. Nous sommes vendredi 24 octobre 2025. On reçoit un acteur politique, Irénée Agossa, qui est déjà sur ce plateau avec nous. Avec lui, on va parler justement de la réussite du plan d'action du gouvernement. Comment cela a pu être une réussite. C'est le sujet qui nous intéresse ce soir. Vous le savez, depuis 2016, les programmes d'action du gouvernement communément appelés PAG ont été mis en œuvre, transformant qualitativement le pays avec des réformes ambitieuses dans les secteurs clés tels que l'économie, les infrastructures, la gouvernance également. Mais au-delà des stratégies et des plans, une question centrale se pose, madame, monsieur, quelle est la part de l'homme, en l'occurrence la personnalité du président Patrice Talon dans la réussite ou l'accélération de ces changements? C'est la grosse interrogation de ce soir. Nous allons décortiquer l'influence du leadership présidentiel sur la performance des PAG. Surtout, nous aborderons, chers amis internautes, un enjeu crucial pour l'avenir du Bénin, celui de la pérennisation de ces réformes. Comment garantir que ces acquis et cette dynamique se maintiennent au-delà de l'ère Talon? Pour nous éclairer sur cette thématique, madame, monsieur, nous avons le plaisir de recevoir notre invité de tous les vendredis, Irénée Agossa. Je lui disais bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame Avali. On va le rappeler, vous êtes manager qualiticien Irénée Agossa, vous êtes membre du bureau politique l'Union progressiste Le Renouveau. Merci encore d'être avec nous ce soir. Irénée Agossa, c'est le sujet de ce soir. Nous allons nous intéresser à la réussite des programmes d'action du gouvernement depuis 2016. Selon vous, en quoi est-ce que la personnalité du président Patrice Talon a été déterminante dans l'atteinte des objectifs du PAG? Toute vision est souvent incarnée dans tous les domaines par un homme dès le début. Que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine philosophique et autres. Si vous prenez le domaine religieux, par exemple, le christianisme a été incarné par le Christ. Vous prenez le bouddhisme, le bouddhisme a été incarné par le Bouddha. Et si vous prenez l'islam, c'est incarné par Mahomet. Si vous venez dans le domaine politique, très proche de nous, vous allez voir le gaullisme a été incarné par De Gaulle. Domaine philosophique, vous prenez bien sûr Karl Marx, le marxisme a été incarné par Karl Marx. Le léninisme a été incarné par Lénine, ainsi de suite. C'est quoi? Quand une vision naît, elle est toujours incarnée par un homme. Et cet homme, bien sûr, quand il est à l'œuvre, dans le cadre de la mise en œuvre, bien sûr, de cette vision, qui est traduite en programme d'action, la vision de l'homme, qui est traduite en programme d'action, où l'homme est à l'œuvre pour mettre en application ce programme d'action, il est normal que sa personnalité influence ce programme d'action. Puisque c'est lui qui l'incarne. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, le président Talon est le moteur essentiel du succès du programme d'action, de son programme d'action. Puisque c'est lui qui incarne cette vision. C'est en cela que c'est un homme de rigueur, de méthode et de conviction, qui a su imposer une nouvelle manière de gouverner, celle du résultat avant tout. Son tempérament d'entrepreneur a transformé la gestion publique en une démarche de performance. Avec lui, chaque projet a des objectifs, un calendrier, un budget et un suivi précis. C'est ça l'homme. Cette exigence personnelle a créé une dynamique inédite au sein de l'administration qui s'est adaptée à un rythme de travail plus professionnel et plus responsable. En somme, je peux vous dire que la personnalité du président Talon a donné une âme et une efficacité
au programme d'action du gouvernement. Alors, il y a certains qui pensent que le président Patrice Talon est plus manager d'État qu'un politicien. Est-ce que, selon vous, c'est ce qui a favorisé, on va dire, cette réussite de son programme d'action? Notre pays a un problème de management. Parce qu'aucun parti politique en lui seul ne peut gérer le pays. D'ailleurs, dans le nouveau code électoral, il a été prévu les accords. C'est clair. Donc, ce programme est clair et a montré que notre pays a besoin d'un manager. Et c'est pour ça d'ailleurs que le principe managérial du chef de l'État est clair. Et c'est de ça qu'on avait besoin. Et bien sûr, le chef de l'État a conduit le pays sur la base de ce besoin qu'est le management dont a besoin le pays. Donc, le président Talon ne gouverne pas selon les calculs politiciens. Pas du tout. Mais selon les exigences de la gestion moderne de l'État. La gestion moderne de l'État aujourd'hui est de tout faire pour qu'on puisse satisfaire les besoins des populations. Et en retour, les écouter et améliorer la satisfaction de ces besoins en permanence. C'est cette gestion qui est importante. Nous ne sommes plus à la gestion des années 60, des années 70. Nous sommes aujourd'hui en plein l'année de 2025. Il faut absolument s'adapter à la nouvelle gestion. Donc, il aborde les défis nationaux comme un chef d'entreprise aborde un plan de croissance. Avec une vision claire, une stratégie, des indicateurs et une évaluation des résultats. Ce qui se fait en permanence. C'est cette approche managériale qui a fait la différence ici. Moins de promesses, plus d'actions concrètes. Elle a permis de remettre le Bénin sur la voie du sérieux, de la discipline et du respect des engagements. Le président Talon a prouvé qu'on peut être un chef d'État sans être un politicien de slogan, mais un bâtisseur des résultats. Irénea Kossa, dans quel secteur on voit réellement, sinon visiblement, je vais dire, l'empreinte du président Patrice Talon? L'empreinte du président Talon est partout dans le pays. Partout, parce que si vous voyez partout, il est présent, parce que c'est lui qui incarne, bien sûr, cette vision. Donc son empreinte est partout. Mais il y a 3 secteurs essentiels dans lesquels il est plus visible. Quels sont ces secteurs? Ces secteurs ici, je vais parler, les infrastructures, avec des routes qu'on perçoit. Partout dans le pays, dans toutes les régions. La modernisation de notre port, dans un contexte de concurrence, dans la sous-région, entre le port de Lomé, de Tema et d'Abidjan. C'est important pour notre économie. La construction des hôpitaux de référence, et surtout de l'hôpital de référence de Calavi. C'était nécessaire pour notre pays, d'autant plus que quand nous voyons les milliards dépensés, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, pour pouvoir aller guérir des maladies qu'on pouvait guérir dans notre pays. Il faut un hôpital de ce genre. Nous avons la transformation urbaine visible à Cotonou, Parakou et partout, à Lokossa, avec les blocs administratifs, tout ce que vous voyez sur le plan infrastructurel, les marchés modernes, tout est là et qui prouve que le domaine des infrastructures a été pris en compte. Si nous prenons la gouvernance, le domaine de la gouvernance, avec la digitalisation du service public qui rapproche l'administration des administrés. Aujourd'hui, pour avoir votre casier judiciaire et autres, mais vous le faites comment? Même chez vous, l'attestation de résidence, allez chez votre chef quartier. Tout a été modernisé. Nous avons la réforme du système partisan, ce que j'appelle la réforme mère, qui en fait a permis de mettre en place une politique de stabilité au Parlement et partout, qui a conduit à une stabilité économique. Nous avons la lutte contre la corruption à travers la traçabilité et la redevabilité envers le peuple. C'est important. Si nous venons dans le domaine économique, je l'ai dit tout à l'heure, avec un cadre macroéconomique assaini, une croissance stable due au fait que nous soyons dans un environnement politique stable et une attractivité accrue pour les investisseurs. La marque Talon est une empreinte de modernité. C'est une empreinte de modernité et de crédibilité. Elle se voit, elle se vit, elle inspire confiance.
Et aujourd'hui, nous en sommes tous fiers. Je suis fier de dire que mon pays est un pays des hommes fiers. On est fiers et tout ça à cause, on va dire, de la rigueur de l'homme, de sa performance et vous l'avez également dit, de sa redevabilité envers le peuple béninois. Est-ce que vous pensez que cette méthode-là qu'il a mise en place pourra suivre après son départ évidente en 2026, l'année prochaine? Absolument. Cette méthode doit survivre. Elle doit survivre pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des générations à venir, pour l'intérêt de la sous-région, pour l'intérêt même de l'Afrique. Parce que c'est une innovation. Il faut que cette méthode survive. Mais pour cela, nous sommes obligés de faire un choix. Le choix de l'institutionnalisation. Il faut faire ce choix. Donc, la méthode Talon ne doit pas rester une question d'individu, mais devenir une culture d'État. C'est une culture d'État. Le président a déjà jeté les grandes bases. Il nous reste seulement à suivre. Donc, nous avons des administrations, comme on l'a dit, modernisées. Et aujourd'hui, un système de survie et d'évaluation permanent et des lois de gouvernance qui imposent transparence et responsabilité. Si la génération actuelle et celle à venir s'engage à poursuivre cette logique, alors la méthode Talon survivra largement à son mandat. Et nous devons tout faire pour que la génération s'engage. Le vrai défi, c'est de faire de cette rigueur un patrimoine administratif et politique du Bénin. Mais vous pouvez me poser la question de savoir mais comment cela peut se réaliser. Et bien sûr, répondez à la question. Vous pouvez me poser la question de savoir comment cela peut se réaliser. Oui, cela ne peut que se réaliser si nous faisons un choix en 2026 d'un homme qui incarne tout au moins l'État et la volonté de moderniser, la volonté de développement de ce pays au même niveau que le président Talon. Tout au moins au même niveau. Mais il faut qu'il l'incarne même au-delà du président Talon pour que ça continue. Puisque lui, il doit finaliser l'institutionnalisation de cette méthode. Nous ne sommes qu'au début. Nous avons atteint un niveau, certes. Nous avons évolué, mais il faut l'installer totalement. Raison pour laquelle nous avons choisi le candidat Wadayi, qui a été à l'apprentissage et qui sait de quoi il s'agit, et qui est disponible à le faire, et qui a l'énergie pour le faire, et qui suscite l'espoir pour réaliser cette institutionnalisation. Nous n'avons pas été choisis, nous n'avons pas été dans l'improvisation. Ça a été préparé. Wadayi a été choisi pour cela. Institutionnaliser cette méthode et faire désormais de cette méthode quelque chose d'important, c'est-à-dire un patrimoine administratif et politique du Bénin. Et vous êtes en train de nous dire que votre candidat, Romuald Wadani, n'est pas encore élu président. Il va pouvoir continuer sur cette même lancée que le président Talon afin qu'on ait ces résultats. C'est ce que vous étiez en train de nous dire. Irénée Agossa, quand l'opposition dit que les réformes ont été imposées par le haut sans assez de dialogue avec la population à la base, que répondez-vous à cette question? Non, cette opposition, ce n'est pas réel. C'est pas réel. Ce que cette opposition dit n'est pas normal. Et d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que l'opposition? Et l'opposition se constitue par rapport à quoi et par rapport à qui? Et quand vous posez cette question, vous allez pouvoir trouver ce pourquoi ceux-là en parlent comme ça. En réalité, les opposants d'aujourd'hui, c'est ceux-là qui étaient au pouvoir hier. Et c'est ceux-là qui ont été broyés par un système. Je veux parler du président Boliaï, qui a bien sûr la volonté de faire quelque chose à travers le changement, la refondation. Mais le système en place l'avait broyé, l'a empêché d'évoluer. Donc, ceux qui s'opposaient au président Yahi Boli en ce temps, s'opposaient directement au système qui l'a broyé, qui l'a empêché d'évoluer. Or, c'est ceux-là qui sont au pouvoir maintenant. C'est ceux-là qui sont au pouvoir maintenant. Donc, il faut comprendre que pour s'opposer
à ce système d'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont empêché le système, qui a broyé l'ancien système, qui a broyé le président Yahya Boni et l'a empêché de résoudre les problèmes, si ceux-là sont au pouvoir aujourd'hui, alors pourquoi les autres vont s'opposer à ce pouvoir? Parce qu'ils ont été victimes du système qui a été aujourd'hui condamné et avec lequel il y a rupture. Donc ceux-là sont dans le déni s'ils s'opposent. Ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas accepter la réalité. L'autre chose, et ceux qui s'opposent réellement, je l'ai dit la fois passée, c'est ceux qui en fait ont accompagné le président Talon et qui sont déçus du fait que le président Talon n'a pas fait de la rupture un slogan. Ils se rejoignent. Et quand ils se rejoignent, ils sont tous dans le déni. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils se disent que rien ne se passe et que tout va mal. Et ils disent qu'on a imposé les réformes. C'est faux. Parce qu'ils refusent la réalité. Ils sont contre la légalité. Il y a un parlement dans le pays. Les réformes ont été expliquées, débattues et portées par des consultations techniques et parlementaires. Les réformes ont été débattues. Puisque le président l'a annoncé dans sa campagne et est en train de l'exécuter. Mais il est vrai, je suis d'accord, que certaines décisions ont été prises avec fermeté. Car il fallait agir vite pour corriger des dysfonctionnements profonds, tels que la nomination des maires, des SE au niveau des mairies. Il faut vite aller pour régler ce problème. Et quand on réforme l'État, on ne peut pas toujours attendre que tout le monde soit d'accord. Sinon, rien n'avance. Et ça a été le cas du général Kérékou. Si vous êtes prêt, je suis prêt. Personne ne serait prêt. Donc, il faut absolument aller vite. Et ensuite, il ne faut pas attendre que tout le monde soit d'accord. Ce n'est pas possible, c'est que je ne vais rien faire. Le président Talon a assumé ce leadership. Non pas pour exclure, mais pour construire un pays plus solide. Et aujourd'hui, les résultats lui donnent raison. Un État mieux organisé, une administration modernisée, un climat politique plus apaisé et un environnement économique assez assaini, très attractif. Et l'histoire retiendra qu'il a préféré l'efficacité à la démagogie politique. Irénée Agossa, on va se permettre de faire, on va dire en quelque sorte, le bilan de la gouvernance du président Patrice Talon depuis 2016. Si vous devrez résumer en une phrase, on va dire l'ère Talon, que diriez-vous? Je dirais simplement que la marque Talon, c'est la rigueur au service du développement, la méthode au service du progrès et la vision au service du peuple. C'est un leadership de transformation, pas de distraction et de slogan. C'est l'espoir que cela a suscité dans le pays et fait de nous un pays fier de ses citoyens. Irénée Agossa, on s'apprête à élire un nouveau président en 2026, autant pour moi, ce sera l'élection présidentielle au Bénin. Le destin du Bénin en dépend, on l'a vu en 2019 et aussi en 2021. La non-participation de l'opposition en 2026, on est en phase de croire que l'opposition sera également absente à cette élection présidentielle. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette actualité? Parce que ça dérange quand même l'opinion publique de voir et de savoir que l'opposition, sinon les démocrates, ne vont pas participer à l'élection présidentielle. Quand on parle d'opposition, il y a la Force Corée pour un Bénin émergent qui va participer quand même. Ah oui, le Bénin ne va pas aux élections sans l'opposition. Mais certains vont vous dire qu'il n'y a pas d'opposition, d'autant plus qu'eux, ils sont contre la loi qui définit qui est opposant et qui n'est pas opposant dans le pays. Nous avons une force de l'opposition qui va participer aux élections. Si au niveau des démocrates ils ne participent pas, c'est qu'ils ont fait le choix délibéré de ne pas participer. C'est-à-dire? Ils se sont auto-exclus. C'est eux-mêmes qui se sont auto-exclus. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas voulu participer aux élections. Depuis 2019, ils n'ont jamais voulu participer à une élection présidentielle dans le pays. Quand vous allez à un examen, qu'est-ce qu'il vous faut d'abord? C'est de préparer vos dossiers et de pouvoir être candidat, non? Mais voyez, en 2019,
et 2021, de 2021 plutôt, et 2019, 2021, et aujourd'hui, maintenant, 2026. Vous allez voir ce qui se passe. Ils ne sont jamais prêts quand il s'agit de remplir les critères pour participer. En 2021, où je suis bien un acteur de 2000, moi j'ai été candidat, ce qu'ils reprochaient eux, ils disent qu'il ne faut pas aller chercher le parrainage. Or, vous n'avez pas le parrainage. Les démocrates n'avaient pas de parrainage. Il ne fallait pas aller rechercher le parrainage chez les autres qui ont le parrainage et qui étaient disponibles à discuter. La loi n'interdisait pas à ce qu'on aille discuter. Ils refusaient, ils ont systématiquement refusé. Ils ont dit que c'est les autres qui vont attribuer les parrainages aux candidats qu'eux, ils ont choisis. C'est le monde à l'envers. Eux, ils ont le parrainage. Non, c'est les autres. Il faut aller discuter. Donc, ce n'est pas un parti de dialogue. Ils n'aiment pas dialoguer. Ils sont fermés. Ils ne veulent pas aller vers les réalités. Ils sont dans le déni. Voilà un déni. Et ils ont condamné, même nous qui avons trouvé le parrainage, pour participer à une élection. Ils disaient que c'était des traites, etc. Ils sont tombés totalement de l'autre côté. En 2023, ils ont participé. Les lois n'ont pas changé. Ils ont eu maintenant de députés. Les parrainages sont à leur niveau. Ils sont encore incapables de gérer ces parrainages en leur sein pour l'attribuer aux candidats choisis en leur sein. Vous voyez, ils ne sont jamais prêts pour participer. Parce qu'ils sont dans le déni. Ils ne peuvent pas aller aux élections. Ils ne veulent pas aller aux élections présidentielles. Parce que simplement, leur projet, c'est l'assise nationale. C'est de remettre tout en cause. Pour eux, ce qui se passe, rien ne se passe dans le pays. Il faut qu'on revienne en arrière, que tout le monde participe à l'élection, qu'il n'y ait pas de règles, etc., qui sont exclus, etc. Ils sont exclus où? Qui les a exclus maintenant? C'est eux-mêmes qui se sont exclus. Ils ont érigé des principes, des critères pour pouvoir désigner leur candidat, non? 25 millions à payer dans un pays où le pouvoir d'achat est ce qu'il est. Ils ont poussé ça à 25 millions. Ensuite, ils ont émis des critères. L'autoparrainage, qui a créé? C'est eux qui ont créé leur histoire. Mais ça, ce n'est pas pour exclure ces jeux. Ah non, quand il s'agit de ces jeux, ce n'est pas pour exclure. Mais quand il s'agit des critères instaurés par la loi de la République, pour eux, c'est de l'exclusion. Nous avons toujours dit qu'aucune loi n'exclut. Les lois sont sélectives. Ils ont pris des critères pour sélectionner le candidat. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas pu manager en leur sein pour avoir tout le parrainage. Malgré toute la facilité accordée par la loi. Il y a les accords de parrainage. Vous avez dit les accords de gouvernance, les accords parlementaires. Il y a tout ce qui peut leur permettre d'être en phase avec le système en place. Vous avez dit tout à l'heure que la FCBE est une composante de l'opposition. Ils sont incapables de dialoguer pour aller discuter de ces accords et avoir plus de facilité. Ils ont opté pour ne pas participer à l'élection. C'est clair. Et les gens qui les soutiennent et qui croient qu'ils leur font du bien, ils leur font du mal. Quand, en fait, on tombe dans la tradition, quand tu chutes, ce n'est pas le point de chute qui est ton problème, c'est là où tu as trébuché. C'est là qu'il faut aller voir la cause de ta chute. Et quand tu insistes et tu ne vas pas chercher la cause de ta chute vers là où tu as trébuché, mais tu continues dans l'erreur. Et quand tu continues dans l'erreur, comme on dit chez nous, tu risques de manger la honte. C'est ce qui se passe. Ils sont en train d'agir là maintenant pour manger la honte. Et ils vont décevoir leurs militants. En quoi faisant? Comme on le dit chez nous toujours, le fétiche qui veut opter pour être dénudé, c'est ce fétiche qui dit de le placer au point de chute de l'eau, de la gouttière. Tant qu'il n'y a plus, on saura ce qui est sous le fétiche là. C'est ce qui va leur arriver. Tant qu'ils n'iront pas au point de chute, là où ils ont cogné le pied à l'obstacle, ils n'iront pas là. Mais ils ne vont pas comprendre, c'est depuis 2021. Et depuis 2021, donc, en réalité, ils n'ont jamais fait le choix de participer à une élection. Ils se sont auto-exclus. Au lieu d'écouter les gens, de suivre la loi, ils ont pris tout le temps à contester la loi. Au lieu de savoir tout ce qui est dans la loi, les avantages qui sont dans la loi, ils ont pris tout le temps pour contester la loi, pour enfin ne pas participer à l'élection. Si certains choisissent encore de boycotter, c'est un choix politique.
Ce n'est pas une exclusion, ils ont fait un choix politique. L'avenir du Bénin doit se construire avec des opposants responsables. On ne veut plus ce type d'opposants qui respectent les règles de jeu et contribuent à enrichir le débat politique. La mouvance que nous sommes attachés à la stabilité et à la paix. La culture du résultat se transmet par exigence. Ce que nous sommes en train de faire en choisissant déjà très tôt nous notre candidat. La méritocratie doit s'imposer, ainsi que la redevabilité au peuple. Et c'est ainsi que la vision Talon pourra devenir une école de gouvernance durable pour notre pays. Nous devons tous viser ensemble ici ce que nous appelons le zéro défaut pour que notre pays continue sur cette marche de développement de notre nation. Irénée Agosta, merci d'avoir été notre invité de ce vendredi. C'est déjà la fin de cette interview. Madame, Monsieur, nous vous remercions de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement.